ce soir, on va discuter d'un sujet qui vous tient beaucoup à cœur. Je le vois aussi dans les remontées, dans les différents accompagnements que je réalise. La question de la charge de travail, c'est vraiment une question épineuse et c'est vraiment une question un peu vaste, multi-questionnelle et multi-réponse. Donc évidemment, ce soir, on ne va qu'esquisser une partie de cette question parce que la charge de travail, c'est à la fois le symptôme souvent de quelque chose de plus grand au niveau systémique. Aussi, ça pose aussi souvent la question du ressenti et c'est vraiment aussi la question de comment on appréhende le travail, comment on traite cette masse de travail tous les jours. Donc c'est vraiment une question qui est assez complexe et qui est assez vaste. Donc on va aujourd'hui en parler, on va expliquer un peu, on va revenir un peu sur cette notion de trop de travail ou de surcharge de travail. Et on va voir pourquoi c'est difficile aussi de l'appréhender, de la rendre visible déjà auprès de nous et auprès de la hiérarchie. Et puis on va esquisser une réflexion sur comment reprendre le contrôle de cette charge de travail. Alors la charge de travail, elle s'observe de façon différente. Il y a la charge de travail objective finalement. Là c'est souvent lié à un contexte systémique, un historique. Donc là c'est le côté facile de la surcharge de travail. Il y a eu une réorganisation, vous avez repris une nouvelle mission, il y a un nouveau portefeuille de clientèle ou une nouvelle politique publique ou des absences à pallier. Donc là on a quelque chose de relativement objectif sur la surcharge de travail. Et puis après, on a la charge de travail qui est plus diffuse, moins palpable, moins visible. C'est celle souvent qui même n'est pas forcément au niveau purement technique et au niveau purement quantifiable, qui n'est même peut-être pas forcément une surcharge de travail, mais qui est ressentie comme telle parce que il peut y avoir aussi un décalage entre ce qu'on vous demande de faire et les ressources qu'on vous donne en face. Et à la fin de la journée, vous pouvez avoir une charge de travail correcte et pourtant partir du travail complètement lessivé, épuisé, avec l'impression de ne pas avoir arrêté de la journée et en fait d'avoir rien réussi à faire parce qu'aussi en face vous n'aviez pas forcément les ressources pour appréhender de façon correcte et tout en vous préservant cette charge de travail. Et il y a aussi une question qu'on va un petit peu effleurer ce soir, mais qui est tellement vaste qu'on va faire que l'effleurer, c'est la question qui pique, c'est que parfois la charge de travail, on se la crée aussi un peu soi-même, ou en tout cas, on fait en sorte que on ne fait pas en sorte de l'alléger. Et là, c'est toute la question de l'appréhension de notre travail, la qualité qu'on met dans notre travail, les règles de l'art dans lesquelles on souhaite exercer notre travail. Et parfois, ça fait que on a une façon d'appréhender le travail qui ne fait en fait que nous surcharger davantage. N'hésitez pas à partager vos expériences, à aussi poser éventuellement des questions. Alors c'est pas facile dans ce format toujours de répondre, mais si je peux y répondre directement, j'hésiterai pas. Et déjà, moi, j'aimerais savoir, parmi vous qui êtes connectés là maintenant, est-ce que vous subissez aujourd'hui cette problématique de surcharge de travail, qu'elle soit surtout en ressenti? Est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose qui vous pèse dans votre quotidien? N'hésitez pas à le dire, un petit pouce ou un oui. Ça me ferait plaisir de savoir si vous êtes nombreux. Alors je pense que c'est malheureusement une problématique qu'on retrouve très souvent, surtout dans les systèmes dysfonctionnels. Voilà, la charge de travail, elle peut s'observer de différentes façons et la charge de travail, c'est quelque chose qui est vraiment corrélé à la façon, aux ressources que vous donne le système et aussi à la reconnaissance du système. Vous l'avez tous vécu, j'espère, d'avoir été dans des services où il fallait produire beaucoup, il y avait beaucoup de travail, mais il y avait une reconnaissance du système, des moyens éventuellement mis, une bonne ambiance de travail, de la solidarité. Et évidemment, dans ces cas-là, la charge la charge de travail qui existe, on l'appréhende pas de la même façon que quand on est dans un environnement qui nie
évidemment cette charge de travail. Donc c'est aussi des dimensions qui interviennent. Alors pourquoi c'est si difficile d'appréhender sa charge de travail? Est-ce que vraiment on est en surcharge de travail? Ou est-ce que c'est parce que on a l'impression, et c'est plus un problème en effet de ressources, mais voilà, comment j'allais dire objectiver tout ça, et comment essayer aussi de confronter le système à cette réalité pour qu'il le prenne en compte. Donc surtout, en effet, quand il n'y a pas d'historique clair, quand il n'y a pas de raison objective que vous pouvez avancer, comme reprendre un portefeuille ou une mission d'un collègue absent, là on peut quand même justifier sa charge de travail, mais parfois c'est plus compliqué que ça. Souvent, par rapport à cette charge de travail, ce sentiment d'être surchargé au travail, on est vraiment sur de l'émotionnel, sur du ressenti. C'est vraiment la fatigue, quoi, la boule au ventre, la peur d'ouvrir la porte de son bureau et de voir tout ce travail qui vous attend. On est vraiment sur quelque chose qui est vraiment viscéral. Et c'est d'autant plus difficile à objectiver parce que, évidemment, si vous allez voir votre chef, votre manager pour lui dire j'ai trop de boulot, qu'est-ce qui va se passer? La plupart du temps, il va vous répondre oui, moi aussi j'ai beaucoup de travail, oui, on est tous surchargés, de toute façon, il faut faire avec, il faut prioriser. Vous allez avoir une réponse généraliste sur une demande qui va être, un fait qui va être plutôt pris comme une plainte que autre chose, et donc vous allez avoir des réponses qui vont généraliser, qui vont rationaliser et qui vont finalement nier l'émotion, parce que les systèmes n'aiment pas tout ce qui est émotionnel. Pour eux, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender. On ne veut pas la voir, souvent on la rationalise, on la minimise, on l'ignore. Et dans les pires des cas, dans les systèmes les plus toxiques, on va avoir tendance à la retourner contre les gens, à l'instrumentaliser. Et donc Stéphie me confirme, le terme qui revient tout le temps, c'est on est tous noyés. Voilà, ça c'est la réponse du système, c'est de quoi tu te plains, de toute façon tu as beaucoup de travail, moi aussi j'ai beaucoup de travail, on a tous beaucoup de travail. Voilà. Évidemment, rester sur cette dimension un peu émotionnelle j'ai trop de travail, je m'en sors plus, je suis débordée, aussi réel soit-il, et c'est votre ressenti, va être considéré par le système un peu comme une forme de plainte, d'émotion, que donc il ne va pas savoir gérer. Et donc, dans certains cas aussi, il peut instrumentaliser. On va commencer peut-être à te dire que si t'es débordé, c'est peut-être aussi que tu ne sais pas t'organiser, ou tu ne sais pas gérer les priorités. Voilà, donc on va prendre l'émotion que la personne livre sur un plateau pour la transformer en une sorte de faille professionnelle, quelque chose qui vous manquerait. Et du coup, on retourne, j'allais dire, contre vous la responsabilité. En fait, si vous êtes noyé de travail, c'est votre faute. Et vous savez pas vous organiser, vous savez pas prioriser. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est très difficile d'objectiver face au système et de venir essayer de faire reconnaître cette surcharge de travail à un système qui, la plupart du temps, vous le savez, c'est le thème de mes vidéos, c'est pas partout, encore une fois je ne généralise pas, mais quand un système commence à être dysfonctionnel, une organisation qui peut être toxique ou tout du moins qui est dans le déni, ça va être une donnée qui va se retourner contre vous. Donc, j'allais dire, c'est toujours le piège un peu de l'émotionnel. Et c'est d'ailleurs la majorité des problématiques dans les systèmes, le fait que aussi il y a beaucoup de souffrance au travail, c'est que les salariés ne parlent pas le même langage que le système. Le système, il parle, vous le savez, objectif, performance, indicateur, tous les termes que vous pouvez connaître. Et il parle pas émotion, il parle pas, malheureusement de moins en moins, je trouve, il parle humain.
Voilà, donc vous venez avec des ressentis et vous livrez ce qui est vraiment humain. Et en face, vous allez avoir des gens qui parlent pas du tout votre langage. Donc, ce qu'il faut vraiment essayer de faire, c'est un travail de rendre, en fait, de retirer cette charge visible du champ émotionnel pour aller la mener dans le champ factuel. C'est en fait montrer la différence entre le travail prescrit et le travail réel. Je l'avais déjà évoqué, peut-être certains ont vu les vidéos, mais c'est pas sûr du tout. Il y a le psychiatre Christophe Desjours qui a travaillé sur ces notions de souffrance au travail. Il a notamment décortiqué toute l'histoire tragique de France Télécom, hein. Vous savez, avec plus de 30 suicides liés au harcèlement managérial. Et quand je parle de harcèlement managérial, du top management, hein, puisque les cadres et les managers ont été aussi les premières victimes. Et il a réfléchi sur tous ces concepts de souffrance au travail. Et c'est lui qui avait mis vraiment en premier en exergue cette notion du travail prescrit. Le travail prescrit, c'est celui qu'on vous donne, en fait, hein, c'est celui qui est sur votre fiche de poste, hein, par exemple. Voilà, je dis n'importe quoi, mais vous avez une procédure réglementaire à traiter sur votre poste. Votre travail prescrit, c'est d'instruire, j'en sais rien moi, 200 dossiers en 3 mois, parce que la deadline pour dire que le dossier est complet, c'est 3 mois. Donc voilà, vous avez ce travail prescrit, c'est tant de dossiers instruits en 3 mois. Donc après, voilà, si on rationalise tout ça, on pourrait même pousser le truc en disant 200 dossiers en 3 mois, je sais pas, ça fait, si je le ramène à mon temps de travail, par rapport au nombre de dossiers que j'ai, au nombre de jours travaillés, en gros, je dis n'importe quoi, ça va faire 10 minutes de travail par dossier. Voilà, donc ça c'est le travail prescrit, c'est le langage du système. Voilà, c'est les faits, c'est les chiffres, c'est les objectifs, c'est le réglementaire, c'est le froid, le dur, l'objectif, voilà. Mais la question c'est, est-ce que vraiment, dans la réalité, vous mettez 10 minutes pour faire ce dossier ? Ou est-ce que vraiment vous traitez ces 200 dossiers en 3 mois ? Parce que c'est ce que Christophe Desjours appelle le travail vivant. On est bien d'accord que quand vous traitez un dossier, dans le monde idéal, vous ouvrez votre dossier, vous comptez, vous regardez s'il y a toutes les pièces, vous remplissez votre petit tableau sur votre logiciel, voilà, vous sortez vos documents à la photocopieuse, vous mettez ça à signer ou je ne sais quoi, bon voilà, 10 minutes en effet top chrono. On sait bien que dans la réalité, ça se passe jamais comme ça. Vous ouvrez un dossier, vous allez être interrompu par votre collègue qui va vous poser une question, vous allez être interrompu par votre manager parce qu'il y a une urgence à traiter, vous allez ouvrir et puis découvrir qu'il y a des pièces qui manquent ou qu'il faut que vous fassiez une recherche, vous allez vouloir faire une recherche sur un logiciel qui bug, ou vous devez rentrer des informations sur un logiciel sur lequel on vous a pas formé, donc vous tâtonnez pour remplir les données, ou alors vous êtes obligé d'attendre que votre collègue qui sait remplir vous aide à le remplir, vous voulez aller à la photocopieuse, vous apercevez qu'il n'y a plus de papier, vous devez aller chercher du papier, enfin voilà, vous imaginez, le travail réel c'est ça, c'est tous les aléas, les irritants, la vraie vie qui fait que le travail réel, au final, il va s'écarter de ce travail prescrit. Et quand vous allez au final voir combien de dossiers vous avez réussi à instruire, vous serez probablement pas dans ce qui est prescrit. Parce que vous serez de toujours... alors en moyenne, on dit souvent c'est 30 à 40% de temps supplémentaire. Donc vous voyez, c'est quand même pas anodin. Et donc en fait, j'allais dire le jeu, c'est pas du tout un jeu, hein. Mais l'idée, c'est pas très drôle, ce que je vais dire, mais c'est rarement drôle hein, quand on doit se battre et quand on mène cette guerre d'usure contre les systèmes, c'est de documenter et c'est d'objectiver. Donc c'est de montrer en fait factuellement la réalité de ce travail réel par rapport au travail prescrit. Et
Donc c'est vraiment d'essayer d'objectiver au maximum, vraiment par rapport à ce qui est demandé, finalement ce que tu fais réellement, ce que tu es en capacité de faire réellement, en mettant en lumière en effet tous ces irritants et ces aléas. Pourquoi c'est très bête, hein, c'est parce que tu viens avec des faits, tu viens avec des chiffres. Alors, il y a différentes méthodes de faire tout ça. Voilà, c'est des choses que moi je fais avec mes clients quand il y a besoin de quantifier ça. On monte, j'allais dire, tout un système d'études, des missions, des tâches. Voilà, il y a tout un système une procédure assez factuelle et un peu rébarbative, mais assez objective que je vais pas décrire là parce que ça n'a pas d'intérêt. Vous comprenez l'idée, c'est que voilà, c'est d'aller objectiver ce qui, à la base, est invisible en fait. Ouais, hein, parce que tout ce travail, il est pas visible. Donc pour le système, il n'existe pas. Voilà. Donc à toi de le mettre en exergue et de le faire exister de façon objective et factuelle, en essayant d'avoir à la fin quelques données chiffrées, des ratios, des faits. Et quand tu fais ça, tu vas pouvoir ramener cette charge sur le domaine du factuel et plus sur le domaine du simple ressenti ou de quelque chose de général que toi tu le sens mais que tu n'arrives pas à expliquer. Ça a l'avantage déjà aussi d'objectiver le mal-être. Alors je peux comprendre que ça puisse paraître peut-être un peu violent quand je le dis ça, mais moi j'ai remarqué, c'est comme quand je fais remplir aux personnes les tableaux avec les indicateurs de stress pour quantifier par des chiffres le niveau de stress des gens. Les gens ils savent qu'ils sont stressés, ils le sentent, mais quand ils voient le résultat chiffré, ils sont souvent scotché. Donc ce travail, il a ce mérite-là aussi, il a le mérite d'objectiver un petit peu toutes ces données et de se rendre compte aussi personnellement que c'est pas toi qui te fais des idées, c'est pas toi qui est nul, c'est pas t'organiser, voilà, c'est véritablement factuellement tu as les données visibles comme quoi c'est pas dans ta tête, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il est important de faire. C'est un peu, c'est pas toujours, c'est un peu rédhibitoire, surtout quand on est déjà surchargé, ça fait encore de la charge de travail. Mais ça peut valoir le coup de faire ce travail. Et alors, j'ai pas fait le petit disclaimer que je voulais faire un peu au début. Évidemment, là, on parle de métiers, j'allais dire, qui relèvent plutôt du tertiaire. Il y a des métiers où tout ce dont je vais parler là, c'est pas forcément applicable. On peut pas gérer par exemple des êtres humains comme des dossiers ou même des clients. C'est un peu plus complexe. Donc je vous invite à prendre vraiment dans ce que je dis, ce qui pourrait vous servir ou qui pourrait vous éclairer, mais à pas le prendre pour argent comptant parce qu'évidemment il s'agit pas on peut pas traiter si vous travaillez dans un EHPAD et que vous devez vous devez laver 25 résidents en 20 minutes. Bon, voilà, vous n'avez pas besoin d'objectiver votre surcharge de travail. Ce serait quand même assez irrespectueux de vous dire ça. Et évidemment, après, dans les façons de le faire reconnaître au système, il y a des limites qu'on peut pas poser forcément parce que on peut pas se contenter de dire on peut toujours dire je traite pas ce dossier parce que j'ai pas le temps, je le mets en dessous de la pile. Bon, au pire, le pire du pire, c'est que ça traîne un peu, qu'il y ait quelqu'un qui râle un jour. Voilà, mais on peut pas dire à un résident ou à quelqu'un dans un hôpital, je m'occupe plus de vous parce que voilà. Donc prenez ce que je dis évidemment avec le petit disclaimer. J'ai une approche qui est évidemment pour le plus grand nombre, donc qui va pas forcément s'adapter à votre cas et peut-être qu'il y a d'autres cas que je ne connais pas où vous allez vous dire oui, moi ça c'est pas applicable pour moi, voilà. Mais vous voyez, cette première partie, elle est importante aussi, même si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre, parce que elle permet quand même aussi d'objectiver et de sortir une nouvelle fois de cet émotionnel et de ce ressenti qui, encore une fois,
crée cette grande souffrance et ne vous permet pas de parler avec le système, avec son langage. Là, je vais rentrer sur la dernière partie un peu de ce live et où j'ai plutôt envie de vous poser des questions parce que il y a une question qu'il faut se poser quand on voit finalement qu'on est en surcharge de travail, on l'a objectivé, on a vu les raisons. Il y a quand même aussi quelque chose que j'ai envie de vous poser comme question, c'est-à-dire finalement vos missions, toutes ces missions, toutes ces tâches que vous faites, est-ce que si on les prend une par une, s'il y en a certaines que vous faites plus, voilà, que vous faites plus du tout, qu'est-ce qui va se passer? Quel est l'impact véritable de chacune de vos missions? Voilà, posez-vous cette question. Il faut essayer de se décentrer. C'est ce que je dis souvent. Alors c'est pour ça que c'est pas facile de le faire. Il faut essayer de voir les choses d'une autre façon. Essayez de vous décentrer, de prendre du recul et de vous demander vraiment, quel est l'impact de ce que je fais? Si demain j'arrête de faire cette tâche, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner un exemple. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, c'est un exemple que j'ai personnellement vécu en tant que chef de service dans une structure dans laquelle je travaillais. Dans un service où je suis arrivée et donc moi je travaillais dans le public, donc c'était un service qui gérait une politique publique, une nouvelle politique publique, évidemment sans renfort ni rien. Donc j'arrive dans un service, les gens ils sont en PLS, ils sont au bord du burn-out, ils pleurent dans les bureaux, ils ont je pourrais même pas compter le nombre d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées, donc qu'il faut qu'ils rattrapent, mais qu'ils rattrapent jamais parce que vous pouvez pas rattraper parce que si vous êtes pas là, le travail il est pas fait. Quand j'ai fait un peu ce travail d'objectivation, je me suis aperçue qu'il y avait une tâche qui prenait énormément de temps aux agents. Et moi, j'arrive avec mon œil neuf. C'est pour ça que c'est vraiment important, je le dis toujours, d'essayer de prendre du recul et essayer de regarder les choses avec un œil neuf. C'est pour ça que les accompagnements sont importants parce qu'ils apportent ce que vous ne voyez plus, les angles morts que vous ne voyez plus. Et ces dames, elles s'épuisaient à faire une tâche qui consistait, un travail extrêmement laborieux, dans un tableau Excel de retaper l'intégralité des factures d'un dossier. Il y a des dossiers où il y avait 200 factures, elles retapaient les 200 factures, certaines données de ces factures dans un tableau Excel pour faire un contrôle. Bref, c'était autant vous dire que c'était extrêmement laborieux. Et quand j'ai posé la question de à quoi ça sert, on m'a répondu c'est pour faire un contrôle, c'est en cas de contrôle, voilà. Mais en cas de contrôle, on va regarder vraiment ce document. Non, en fait, en cas de contrôle, on regarde si le montant il est bon et tout. Et du coup, on nous a dit de faire ça il y a 15 ans. Et nous on le fait parce que ça doit être important, parce que voilà. Et en fait, en tirant la ficelle, en posant des questions, je me suis aperçue que cette tâche qui avait été confiée il y a 15 ans par probablement un psychopathe, ou à une période où il y avait peut-être plus de fonctionnaires, où il y avait moins de charges de travail, au final, cette tâche, foncièrement, telle qu'elle était faite, elle était extrêmement chronophage et elle avait un impact quasi inexistant. Et en tout cas, l'impact qu'elle avait pouvait être atteint par des méthodes où elle gagnait beaucoup plus de temps. Voilà, donc posez-vous cette question, ce compte-rendu que vous faites, que vous fignolez aux petits oignons pour votre chef, mais qui ne lit jamais ou qui n'est jamais lu par personne, est-ce que vous pouvez pas trouver une méthode qui fait que vous le faites beaucoup plus vite? Donc voilà, c'est ces questions-là. Il y a des habitudes, il y a des croyances, il y a des peurs. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit au début, la charge de travail, elle peut pas être observée comme ça sèchement. Elle s'observe aussi à travers comment vous voyez votre travail, comment vous faites votre travail, comment vous voyez l'impact de vos missions, quelles croyances vous avez par rapport à ces missions, quel degré d'exigence aussi vous donnez, quelles sont vos marges de manœuvre, quelles sont les tâches obligatoires, quelles sont celles qui ne le sont pas. Bref, il y a beaucoup de questions pour objectiver. Et il y a aussi cette question véritablement de la posture, parce que dans l'exemple que j'ai cité, ça a été très très compliqué de faire abandonner cette mission
aux personnes, quand bien même elles avaient la preuve par A plus B à travers le travail d'objectivation qu'on avait fait, que ça servait pas en fait, et que le risque de plus la faire, en tout cas telle qu'elle la faisait, bon, il était vraiment extrêmement minime. Et ça a été compliqué parce que il y a des croyances, il y a des peurs et dans les systèmes dégradés, il y a une forme d'emprise sur les personnes. Et il y a cette peur instillée aussi, souvent, qui fait que les gens se sentent impuissants et pris vraiment dans un étau qui fait qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas du tout de marge de manœuvre. Et c'est voulu, hein, c'est voulu. Parce que si vous commencez à poser des questions et à regimber, vous imaginez bien que, en plus avec des faits, des données, voilà, moi je l'ai vu, j'ai vu la différence de traitement d'un système avant avec un ressenti objectif et après avec un ressenti factuel. Je vous assure que c'est pas du tout la même réponse. Et du coup, c'est vrai que ces systèmes instillent tellement de méfiance, voire de peur, que on a l'impression qu'on n'a vraiment pas de marge de manœuvre. Il faut vraiment sortir de cet état-là, revenir vraiment à l'objectivation, aux faits, et à voir comment renverser ce schéma de pensée. Alors après, pour finir, juste, vous avez cette solution aussi de confronter le système, hein, donc vous avez objectivé votre charge de travail, vous venez avec des arguments factuels, et là concrètement vous avez plusieurs options, hein. Vous avez des systèmes avec lesquels vous pouvez encore discuter, donc il peut y avoir une négociation sur des moyens supplémentaires, sur aussi des limites à poser. Donc ça c'est encore, on revient sur la posture, le cadre. Une fois que c'est objectivé, il y a un cadre, il y a des limites à poser. Donc ça c'est encore un autre travail à faire sur soi. Et il y a des systèmes avec lesquels, concrètement, en venant comme ça avec un langage très factuel, vous pouvez encore avoir une marge de manœuvre. Et puis vous avez le système qui ne veut rien savoir, malgré les faits, malgré ce que vous apportez. Souvent il va dire ah oui parce qu'il n'a pas d'autre choix, hein. Du coup il a des faits, il va il va vous faire croire qu'il s'en empare, mais dans la réalité, où il va dire on peut rien y faire, c'est comme ça, il y a des obligations réglementaires, ou c'est la crise, de toute façon il n'y a pas le choix, ou on peut pas recruter davantage, on n'a pas d'argent, ou alors qu'il va encore essayer de trouver des arguments, des contre-arguments pour vous renvoyer la faute, et c'est vrai, et c'est une réalité que même parfois en objectivant, vous allez avoir ce déni, ce refus catégorique et systématique. Et souvent, c'est là qu'on me contacte. c'est là que on dit j'ai tout essayé, y a rien qui marche, j'arrive pas à les faire bouger, et c'est vrai que c'est quelque chose que on travaille souvent ensemble avec les clients que je suis. C'est vraiment de travailler leur marge de manœuvre, voir s'il y a encore des marges de manœuvre, s'il y a encore un moyen de trouver d'autres manières d'objectiver, d'autres manières de poser son cadre, pour voir en effet si en gros vous avez encore une marge de manœuvre, si vous avez encore un sas de respiration possible, et envisager ensuite d'autres solutions si ça n'est vraiment pas possible, si vraiment il n'y a aucune marge de manœuvre, s'il y a plus de sas de terrain d'entente ou quoi que ce soit. Donc après il peut y avoir d'autres solutions qui peuvent prendre différentes formes, qui peuvent ne pas forcément être de partir, mais qui peuvent être aussi, encore une fois, sur la posture, sur des choses à mettre en place pour reprendre soi-même en fait le contrôle et le pouvoir de la façon dont on travaille, de ce qu'on livre, de la quantité qu'on livre. Et ça, on a du mal à imaginer quand on est dans la tête, quand on a la tête dans le guidon, mais il y a toujours des petites pelotes de laine qu'on peut dénouer, et parfois dans certains cas, malheureusement, quand c'est trop, quand ça tire trop sur la corde, là il y a en effet une véritable question à se poser, à savoir est-ce que c'est pas le moment d'envisager une sortie. Voilà, donc c'est une thématique
qui, comme ça paraît évident, ça paraît simple, mais c'est vraiment une thématique qui est imbriquée dans vraiment quelque chose de plus important. Très souvent, dans les personnes avec lesquelles je travaille, c'est un peu la montagne, c'est l'arbre qui cache la forêt, ou la forêt qui cache l'arbre, je sais jamais dans quel sens c'est. Voilà, c'est à aborder comme un sous-élément de problématique systémique. Et du coup, il n'y a pas une réponse unique. C'est vraiment, comme je le dis à chaque fois, il n'y a pas de réponse universelle, il n'y a que des cas individuels. Et encore une fois, si ça vous intéresse d'en savoir plus pour voir comment vous pouvez aussi travailler sur une stratégie, un plan de manœuvre, une feuille de route très opérationnelle et très concrète pour sortir un peu de ce sentiment d'être impuissant et coincé, vous savez comment faire, vous m'envoyez un message privé. N'hésitez pas à revenir vers moi. N'hésitez pas à m'envoyer des témoignages et des commentaires suite à ce live et je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous souhaite une très bonne soirée.